Alors pour ceux qui ne sont pas initiés au NGS, donc je vais vous rappeler donc les différentes étapes de cette technique. Donc la première étape, donc c'est toujours le même principe. On va fragmenter l'ADN génomique en petits morceaux, des fragments de 300 à 500 paires de bases. Alors il existe deux types de fragmentation, une fragmentation mécanique ou bien une fragmentation enzymatique. Alors pour notre panel, donc on a choisi la fragmentation mécanique par sonication. Ensuite, à ces fragments, on va ajouter des adaptateurs. Alors avant d'ajouter des adaptateurs, on va réparer les extrémités pour générer des bouts francs et on va ajouter un nucléotide A qui par ligation va rajouter ces adaptateurs. Alors ces adaptateurs, ils sont constitués de séquences d'amorces qui vont nous servir pour le séquençage, d'une molécule de quantification de fluorescence et d'un index. Alors l'index, il est important puisqu'il va permettre donc d'être utilisé pour l'identité du patient. Donc chaque patient aura un index unique, ce qui nous permettra de mélanger donc plusieurs patients dans un même tube. Alors une fois qu'on a généré ces fragments, donc on a une librairie et ces librairies vont être amplifiées par PCR. Ensuite, donc après quantification, on va pouvoir mélanger les patients puisque chaque patient a son index. Donc en règle générale, on les mélange par 12. Donc la troisième étape, eh bien, c'est de hybrider et de capturer les régions d'intérêt. Alors les régions d'intérêt, c'est quoi? Eh bien, ce sont les gènes qui sont impliqués dans les pathologies que l'on veut étudier. Donc on va utiliser des sondes spécifiques des régions d'intérêt. Alors ces sondes spécifiques, elles sont synthétisées donc par une société, Nibelgen, et donc elles vont avoir la capacité donc de s'hybrider donc aux librairies. Donc après une nuit à 47 degrés, ces sondes spécifiques donc s'hybrident aux librairies. Elles sont couplées à la biotine. Je ne sais pas si on va ici. Donc elles sont couplées donc à la biotine. Et on va ensuite, une fois que c'est... Donc là, on a une sonde spécifique, la biotine. Une fois qu'il y a eu une hybridation donc pendant une nuit à 47 degrés, donc on va récupérer donc, nos régions d'intérêt en utilisant des billes magnétiques qui sont couplées à la streptavidine. Ensuite, on va faire une double hybridation et une double capture pour avoir un meilleur rendement et une meilleure spécificité. On va faire ensuite une succession de lavage qui va nous permettre d'éliminer les fragments non spécifiques. Et on va amplifier de nouveau nos régions d'intérêt par PCR. Ensuite, la septième étape, eh bien, c'est la réaction de séquençage. Donc on va quantifier nos librairies, les dénaturer et les déposer sur un séquenceur. Alors le séquenceur qu'on utilise donc, est un séquenceur MySeq. Alors tout d'abord, donc, on va générer des clusters. Donc on va utiliser une flowcell qui est un support en verre. On va donc y déposer nos librairies. Et nos librairies vont s'approcher donc sur des amorces qui sont situées sur cette flowcell. On va ensuite créer des ponts donc, grâce donc, aux amorces situées sur la flowcell et on va amplifier donc, notre région d'intérêt pour avoir donc plus de 1000 molécules. Et ces 1000 molécules donc, forment un cluster. Alors après, on va passer au séquençage. Donc à l'intérieur d'un cluster, on va avoir donc, un fragment qui se trouve ici. Et avec donc tous les réactifs nécessaires pour le séquençage, notamment une amorce de séquençage, des DNTP fluorescents. Ah, merci. Pardon. Donc avec les DNTP fluorescents et une polymérase. Donc la polymérase va incorporer la première base qui est à séquencer. Puis ensuite, il va y avoir un système de LED qui va exciter les fluorophores et un système donc, de caméra qui va venir enregistrer la fluorescence émise. Et donc ça, c'est notre premier cycle. On aura donc l'incorporation de notre première base, puis un deuxième et troisième cycle, et ainsi de suite, jusqu'à 150 cycles. Désolée. Hop. Voilà. Alors chaque base incorporée donc, va générer en fait une image qui se trouve ici donc, et qui correspond donc à la fluorescence émise. Et ensuite ces données vont être transformées donc, en données brutes.
Alors, les données brutes, on ne sait pas les analyser, on n'a pas le savoir-faire pour analyser ces données brutes. Donc, on a fait appel à une société, Genodiag, et on a développé avec eux donc, un pipeline informatique. Alors, cette société donc, nous envoie différents fichiers, donc je ne vais pas tous vous les détailler, notamment donc, un rapport général de la qualité du run. Par exemple, on va savoir combien de régions ont été capturées. On a également des informations sur la couverture des gènes, des exons et des bases. On a également un fichier qui contient donc tous les variants qui ont été identifiés pour chaque patient. Donc c'est un énorme fichier de plus de 10 000 lignes à trier et analyser. Donc c'est un travail colossal qui prend du temps et qui est assez fastidieux. Alors, dans ce fichier, donc là, c'est pour 24 patients, puisqu'on analyse 24 patients sur un run MySeq. Donc, on a environ 500 variants identifiés. Et donc, ces variants, eh bien, il faut les interpréter. On doit savoir si ce variant, finalement, est un polymorphisme, une mutation ou un variant de signification inconnue. Alors, pour nous aider à l'interprétation, donc, on va regarder la nature du variant, aussi sa fréquence dans les bases de données. Si ce variant est déjà décrit dans la littérature, mais ce n'est pas parce qu'il est décrit dans la littérature et qu'il est donné comme une mutation que c'est vraiment une mutation, donc il faut faire attention. On a des outils de prédiction aussi qui nous aident donc, à interpréter donc, ces variants, notamment pour les mutations faux sens et les mutations introniques, qui peuvent entraîner donc, des problèmes d'épissage. Et puis on regarde aussi, bien entendu, le gène et la protéine donc, de ce variant, et ainsi que le mode de transmission et la clinique, si elle existe, donc, de ce variant. Alors, on a également donc, un autre résultat, donc c'est le nombre de variations de copies. Donc, on cherche à savoir, donc, pour un gène donné, si un patient est porteur d'une, de deux, de trois ou de quatre copies. Donc, un patient normal, il est porteur de 2 copies, donc une transmise par sa mère et l'autre transmise par son père. Mais dans certaines pathologies et pour certains gènes, eh bien, il y en a une anomalie de ce nombre de copies. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Donc, le premier exemple, c'est sur le gène de l'epsilon sarcoglycan, donc, qui est impliqué dans les dystonies myocloniques. Donc ici, vous avez une ligne de base donc, qui est à 0 et qui montre en fait qu'il y a 2 copies pour chaque exon de ce gène. Et donc ici, on a une diminution de la ligne de base, donc qui est environ à moins 0,5, je crois. Et ça montre en fait que l'exon est à une seule copie. Donc on a perdu une copie. Donc, et ça, c'est pathogène. Donc le patient, il a une copie de l'exon 4, ce qui signifie qu'il a une délétion en fait, de l'exon 4 de ce gène. Dans l'autre exemple, je vous ai mis donc, le gène de Parkin, donc, qui est responsable de la maladie de Parkinson. Ici, donc, la ligne de base est par là. Et donc, on voit qu'il y a une élévation de cette ligne de base. Et là, on a gagné une copie supplémentaire. Donc, au lieu d'avoir 2 copies, comme on peut se trouver ici, on a 3 copies. Donc, ce patient, il est porteur de 3 copies de cet exon. On dira qu'il a une duplication donc, de l'exon 3 et c'est aussi pathogène. Alors, toutes ces anomalies, donc, on les a confirmées par une autre technique, donc la technique de MLPA qui permet de rechercher des grands réarrangements. Alors, il faut savoir qu'on a des contraintes qui sont liées au NGS, notamment la profondeur de lecture des bases de chaque région, donc, qui est de 30x, c'est-à-dire que la base séquencée donc, doit être lue 30 fois. Et donc ça, c'est important, parce que si cette contrainte n'est pas respectée, eh bien, en fonction de la clinique du patient, donc, on refera en Sanger donc, cette région d'intérêt. Donc ici, je vous ai mis donc, pour cet exon, donc toutes les séquences qui ont été analysées donc, par le NGS, donc qui ont été alignées sur la séquence de référence. Donc chaque ligne correspond à une séquence. Donc ici, on voit que l'exon est très bien couvert. Et si on zoome, on peut voir apparaître donc, des variations de séquences. Donc ici, on voit que le G a été remplacé par un A. Et si on regarde la proportion de séquences porteurs donc, de la base A, on voit qu'elle est environ de 50%. Et ça signifie que le patient il est porteur à l'état hétérozygote de ce variant.
Donc à côté, donc, on a une délétion de 2 paires de bases, là, qui est représentée par la ligne rouge. Donc là, pareil, si on regarde la proportion de séquences porteurs de cette délétion, elle est également de 50%. Donc ça montre également que ce patient-là est porteur de cette délétion, donc à l'état hétérozygote. En revanche, si j'avais donc 100% de séquences qui seraient porteurs de cette délétion, ben on dira que le patient il est homozygote pour cette délétion. Alors l'autre point important concernant les contraintes qui sont liées au NGS, donc c'est la vérification d'identité du patient. Donc il est vraiment important donc, de savoir si les patients n'ont pas été mélangés entre eux. Et donc le docteur Cécile Cazeneuve, dans notre équipe, donc, a mis en place la détermination de génotypes de 15 SNP par PCR multiplex. Et le principe, en fait, c'est de comparer donc, les génotypes de ces SNP obtenus par NGS et obtenus donc, par PCR multiplex. Ici, on a une concordance parfaite. Eh bien, on peut dire que les ADN testés en NGS et ceux testés en PCR multiplex sont les mêmes. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de ne plus confirmer les mutations identifiées par NGS en Sanger. Donc, ça va nous faire gagner du temps. Donc, l'autre point important, eh c'est la validation donc, des variants de signification inconnus. Donc, leur interprétation donc, est souvent difficile et du coup, ça peut augmenter le délai de rendu de résultats au prescripteur, puisque dans certains cas, donc, on a besoin de demander les prélèvements des apparentés ou des parents.